Et voilà. Nous avons avec nous, mesdames, messieurs, l'honorable ministre Stephen Guilbeault, ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique. Bon après-midi, monsieur Guilbeault. Bonjour, ça va bien? Oui, moi, ça va toujours bien, monsieur Guilbeault, même quand ça va mal, hein? C'est bon, ça. Vous C'est une imaginez? c'est une belle attitude. Ouais, une bonne attitude. Mais vous, monsieur Guilbeault, est-ce que ça va vraiment bien pour vous? Est-ce que vous êtes à votre place en politique? Ça fait quoi, 20? Ça fait 5 ans que vous êtes en politique. Je viens de regarder, là, depuis le 26 octobre 2021, c'est ça? Non, là, 2019. depuis 2019, donc 5 ans, et 2021, donc 3 ans depuis que vous occupez cette fonction de ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique. Est-ce que vous êtes bien à votre poste? Oui, très heureux. C'est un véritable privilège et un plaisir pour moi que d'occuper ce poste de ministre de l'Environnement et des Changements climatiques pour la population canadienne. Évidemment, j'ai consacré l'ensemble de ma vie adulte à ces questions. Alors, de pouvoir jouer ce rôle-là, d'être dans cette position-là, c'est extraordinaire pour moi. Monsieur le ministre, justement, vous n'êtes pas quelqu'un qui est venu d'un horizon très différent. Vous étiez dans cette ligne-là, comme quoi la fonction vous était réservée. Est-ce que vous êtes satisfait de vos accomplissements? Est-ce que vous suivez aussi ce qui se dit sur le ministre de l'Environnement par rapport à ses accomplissements? Ben, je ne crois pas que le poste m'était réservé, mais je pense que lorsque le premier ministre m'a demandé de me présenter en 2019, il avait clairement l'intention un jour de me nommer comme ministre de l'Environnement. Je suis très heureux qu'il l'ait fait. Est-ce que je suis les commentaires? Écoutez, je suis encore en contact régulier avec mes anciens collègues et toujours amis qui sont dans le mouvement écologiste québécois, canadien et même international, puisque à l'époque d'Équiterre notamment, j'étais très actif au niveau international, coprésident du réseau Action Climat international, donc un regroupement d'ONG de partout sur la planète. Alors, je garde contact, moins souvent évidemment qu'à l'époque où j'étais dans les ONG, mais je garde contact encore avec mes anciens collègues, bien sûr. Et lorsque le Premier ministre vous a nommé à ce poste-là, donc c'était vraiment une façon pour lui de prouver ses intentions vraiment honnêtes pour réaliser les promesses faites par le gouvernement du Canada au reste du monde, à tous ces COP auxquels le Canada a participé. Est-ce que vous pensez que sur le plan international, le Canada a livré la marchandise? Parce qu'on a tendance à dire que le Canada joue comme un élève cancre dans la classe. Non, je pense que est-ce que le Canada en fait suffisamment? Non. Je pense que c'est le cas pour tous les pays. Par contre, le fait que les Nations unies et l'ensemble des pays se soient tournés vers nous pour organiser la COP 15 à la fin de 2022 à Montréal sur la protection de la nature, le fait que pour une troisième année consécutive aux conférences sur le climat, le Canada a été appelé à jouer un rôle de premier plan dans les négociations lors de la dernière conférence sur le climat à Dubaï. J'étais d'ailleurs l'un des coprésidents de la conférence à la demande des Émirats arabes unis. Je pense que tous ces gestes-là qui ont été posés à l'endroit du Canada par nos partenaires internationaux montrent que les gens voient que même s'il reste beaucoup de travail à faire au Canada, nous sommes un grand pays producteur de pétrole et de gaz, c'est un fait. On peut ne pas aimer ça, on peut être en désaccord, mais c'est un fait, c'est une réalité. Il faut travailler avec. Et je pense que les gens voient que nous faisons beaucoup de progrès, que ce soit la tarification carbone, que ce soit la norme sur les carburants propres, que ce soit les investissements historiques dans les technologies propres, les énergies renouvelables, le transport collectif, que ce soit le plafond sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur du pétrole et du gaz. Nos partenaires constatent qu'il y a des efforts de fait au Canada, mais au Canada comme ailleurs, il reste encore beaucoup de travail à faire.
Et maintenant que ça fait 3 ans que vous occupez cette fonction de ministre de l'Environnement et du Développement durable et du changement climatique, excusez-moi, dites-nous, est-ce que il y a un aspect particulier de la fonction dans ce que vous avez accompli qui vous rend le plus fier? Ben, certainement, lorsque nous arrivons au pouvoir en 2015 avec le premier ministre Justin Trudeau, les projections sont que le Canada va manquer la cible de Paris d'au moins 12%. Donc, on se dirige 12% au-dessus de la cible de Paris, alors qu'aujourd'hui, nous sommes 7% sous les niveaux de 2005 en voie d'atteindre la cible de Paris. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Il reste encore, évidemment, la cible de Paris, c'est pour 2030. Donc, nous avons encore six années devant nous pour se retrousser les manches, continuer à agir pour lutter contre les changements climatiques. Mais cette différence-là, c'est l'équivalent de retirer des routes canadiennes 30 millions de véhicules en termes de pollution climatique. Alors, c'est majeur, mais on n'y est pas encore. Il reste du travail à faire. Et je pense que l'autre chose dont je suis très fier, puisque ce n'est pas ma réalisation, mais c'est une réalisation collective, c'est l'accord historique de la COP 15 à Montréal. Donc, un accord dont plus personne n'y croyait. Personne ne croyait qu'on réussirait à faire ça. Il fallait travailler étroitement avec la Chine dans un contexte, on le sait, là, où les relations diplomatiques ont été difficiles. Travailler avec nos partenaires des pays du Sud, notamment les pays des Caraïbes, les pays d'Amérique latine, la Colombie, le Chili, les pays africains et des pays d'un peu partout dans le monde, et d'avoir réussi à conclure ce que plusieurs considèrent, et l'ensemble des experts considèrent comme une entente historique pour la conservation de la nature. Alors, d'avoir pu contribuer à ça, c'est sûr que ce sont pour moi des moments que je vais chérir pendant très longtemps. Monsieur le ministre, moi j'imagine, étant donné, vous l'avez dit, le Canada fait partie des pays producteurs de pétrole et puis un producteur, je dirais, de premier plan. J'imagine que votre difficulté, c'est surtout les provinces qui ont basé leur économie essentiellement sur l'exploitation du pétrole, justement, à leur faire comprendre qu'il faut changer cette économie-là et à leur donner les moyens de changer cette économie, de varier cette économie. Ça n'a pas été du tout facile et ça n'est toujours pas facile. Hein? Vous avez tout à fait raison. La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, me déteste profondément. Elle demande ma démission du cabinet de M. Trudeau, généralement toutes les semaines. Elle ne l'a pas encore fait cette semaine, mais c'est lundi. Alors, la semaine est encore jeune. Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, refuse même l'aide fédérale financière que nous sommes prêts à fournir à sa province pour l'aider à faire la transition vers une économie sobre en carbone. Alors, donc, on parle vraiment d'une objection idéologique. Alors, il y a certaines provinces où c'est plus difficile de faire avancer les choses, mais par contre, même dans ces provinces-là, il faut toujours faire la distinction entre les gouvernements et la population. Et que ce soit en Saskatchewan, que ce soit en Alberta, soit ailleurs au pays, on peut travailler avec des municipalités, on peut travailler avec des entreprises qui veulent faire ce virage-là, on peut travailler avec des populations locales qui sont prêtes et qui comprennent l'importance. On parle de l'Alberta. Écoutez, déjà cette année, au début de l'année, on est à peine au début février, on parle de commencer à rationner l'eau en Alberta en vue de la sécheresse qui risque d'arriver au cours des prochains mois. Sécheresse pour le secteur agricole, pour la population et pour les entreprises également. Donc, il y a une prise de conscience malgré le refus de collaborer de certains gouvernements provinciaux. Monsieur le ministre, dernière question. Vous avez parlé de la COP 15 ici à Montréal, mais la dernière COP à Dubaï a été un exploit majeur et qui nous indique que le monde commence
à se conscientiser par rapport aux problèmes de l'environnement, je me dis que probablement que nous ici aussi, on sera au même niveau, on arrivera au même niveau que tout le monde pour faire l'effort qu'il faut afin d'assainir le climat et de protéger l'environnement d'une certaine manière. Hein? Je suis tout à fait d'accord avec vous. On voit par exemple des investissements très importants grâce au gouvernement fédéral dans le transport collectif, l'achat de 1200 autobus électriques pour les sociétés de transport du Québec par le gouvernement fédéral, 2 milliards de dollars d'investissement, l'explosion dans l'utilisation des véhicules électriques. Nous étions à peine à 3 % des ventes au Québec, au Canada, pardon. Nous sommes maintenant à plus de 10 %, mais au Québec, c'est 20 %. Donc, un véhicule sur 5 vendu au Québec est un véhicule électrique. On peut penser aux efforts de conservation aussi. Lorsque nous prenons le pouvoir au Canada en 2015, le pays ne protège à peine 1 % de nos espaces côtiers, de nos océans. Aujourd'hui, nous sommes à 15 %. Alors, il y a des efforts, et ça, ce n'est pas le gouvernement fédéral. Je veux dire, le gouvernement fédéral est un partenaire de communautés, de peuples autochtones, de municipalités, de provinces et territoires qui veulent travailler avec nous sur ces questions-là. Alors, malgré l'ampleur de la tâche et malgré tous les défis qui se posent devant nous, moi, je demeure malgré tout très optimiste. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et puis j'espère qu'on se reparle parce qu'il s'agit d'une problématique. Autrefois, le ministère de l'Environnement était le ministère de l'enfant, de la famille que la famille rejetait hein, dans le cabinet du ministre. Du Premier ministre. Aujourd'hui, le parent pauvre a toujours été traité en parent pauvre. Aujourd'hui, c'est un très grand ministère et je crois que ça symbolise le fait qu'on comprenne tous, n'est-ce pas, l'importance de travailler pour le bien-être de la société. La radio CEPAM veut être de la partie. Et donc, on est ouvert à des entrevues assez régulièrement avec le ministre pour pouvoir conscientiser nos auditeurs à CEPAM. Merci encore une fois, Monsieur le ministre. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.